Là, les institutionnels, les anciens institutionnels, les chefs. Vous êtes opposant, vous avez été rebelle. Est-ce que vous avez un regard particulier sur cette région que vous connaissez bien, d'Afrique centrale, et la façon dont les questions démocratiques ou de déficit démocratique sont posées? Merci. Les intervenants qui m'ont précédé ont dressé un tableau assez complet. Donc je vais me contenter de faire quelques compléments sur des points qui me semblent assez utiles pour stimuler la discussion. D'abord, je voudrais parler des défis sécuritaires et militaires. L'international djihadiste est vraiment décidé à répliquer en Afrique, et en particulier dans notre zone de l'Afrique centrale, le chaos qu'elle a déjà créé au Moyen-Orient. Et les foyers de propagation sont déjà là dans certains pays, mais même certains de nos pays d'Afrique centrale, très éloignés de ces foyers, risquent de connaître le phénomène des attentats, alors que nous avons déjà des zones de non-droit qui échappent au contrôle de nos forces de défense et de sécurité dans beaucoup de pays de la région, et surtout que nos services de sécurité sont complètement impréparés, mal préparés pour faire face à ce genre de situation. La raison de cette carence de nos services de sécurité est due à une mentalité héritée de la colonisation qui fait que leur mission de ces services est conçue principalement comme la chasse aux opposants. Les opposants étant compris comme des gens qui n'aiment pas le chef d'État ou qui ne l'aiment pas assez fort. Il faut réorganiser rapidement nos services de sécurité pour qu'ils fassent leur travail de prévention et de neutralisation de cette menace. Et on connaît par exemple la porosité des endroits très sensibles comme nos aéroports et nos installations industrielles. Sur le plan de nos forces armées, je dois saluer qu'au niveau de l'Afrique centrale, il y a vraiment un effort notable de nos militaires, surtout en termes de maintien de la paix, de contribution dans le maintien de la paix, comme en Centrafrique par exemple. Mais ce genre d'effort ne suffit pas, parce que nous avons affaire à une guerre asymétrique et il faut complètement redéfinir la doctrine militaire, surtout que jusqu'à présent, nos lacunes sont comblées en grande partie par nos partenaires français et américains. Ce qui, à mon avis, je m'excuse d'employer un terme aussi fort, présage d'une véritable recolonisation, qu'on pourrait appeler un visage humain ou consenti. Pour ce qui concerne le thème de gouvernance, les déficits de la gouvernance, j'ai moi quelques problèmes de type conceptuel avec ça. Depuis l'indépendance, tous les 10-15 ans, il y a un nouveau paradigme qui nous est présenté comme étant la solution. Industrialisation par substitution des importations, on disait ça dans les années 60. Les passes, plan d'ajustement structurel, micro-projets, bonne gouvernance, ne nous trompons pas, entendu comme étant la sacralisation de l'État, la sacralisation des marchés au détriment de l'État, etc. Et maintenant, on nous parle de gouvernance démocratique. C'est le dernier né de ce concept et qui va être chassé par le dernier né, je pense, celui de développement durable et responsable après la conférence de Paris sur le climat. Donc cette succession de concepts et de solutions miracles sans bilan de ce qu'on a fait par le passé pose problème parce qu'elle n'est pas intériorisée par les acteurs et les décideurs. Les États y adhèrent comme une mode et comme une condition pour accéder au financement et même la société ne comprend pas très bien. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense que la question donc n'est pas une question de déficit en termes d'obstacles, mais ce qui veut dire que nous sommes sur une route, mais qui est difficile. Mais je pense que nous ne sommes pas sur la route du tout, nous sommes dans une impasse, parce que quand on constate en Afrique centrale, nous sommes pratiquement les derniers de la classe en termes de gouvernance démocratique par rapport aux autres régions de l'Afrique. Et depuis l'indépendance, tous ces efforts qui sont faits, nous avons des élections sans alternance, à l'exception que je dois saluer de Sao Tomé et Principe, et des investissements sans développement. Alors, les solutions
Quand on parle de solutions, c'est en termes de recettes techniques appliquées par le gouvernement, qui sont souvent des préconisations des grandes institutions. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de solution vue sous cet angle, mais il y a des responsabilités historiques des différents acteurs, les pouvoirs, bien sûr, mais les partis politiques aussi, les partenaires extérieurs, le mouvement citoyen, les organisations sous-régionales et surtout les intellectuels, parce qu'on a la recherche de nouveaux paradigmes. Et enfin, je pense qu'il faut qu'on pense à des grands projets transnationaux de développement et non pas seulement des aides ponctuelles, comme celui de la recharge des eaux du lac Tchad à travers le bassin de Congo, qui peut transformer la physionomie économique et sociale de la région. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Ibn Omar, avant de passer la parole à la salle, je rappelle quand même qu'il y a quelques points forts qui sont sortis, qui sont presque communs à tous les intervenants. Enfin, il y a la question de la citoyenneté, de la sécurité, qui est rarement évoquée dans le cadre de la démocratie. Je crois que c'est M. Cheikh Ibn Omar qui expliquait qu'aujourd'hui, le déficit en matière de sécurité entraîne une sorte de nouvelles dominations, peut-être rampante, de certains pays africains. Alors moi, avant de passer quand même la parole à la salle, j'aimerais poser une question que je n'ai pas entendue. Vous avez parlé du déficit de la gouvernance démocratique. Vous avez fait le constat, fait des propositions, tout en insistant sur le fait que l'Afrique centrale est la région qui est en retard sur toutes les autres. Et moi, ma question, c'est pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut y répondre? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques à l'Afrique centrale qui font que les dernières élèves de la classe? Dans beaucoup de nos pays d'Afrique centrale, en réalité, nous ne croyons pas à la démocratie. Quand on parle entre nous, je peux le dire comme ça, quand il n'y a pas de blanc, en fait, tout ce que nous n'y croyons pas. Le pouvoir en place, c'était des partis uniques qui, après la fin de la guerre froide, ont essayé de s'adapter à la situation pour continuer sous une nouvelle forme. Et l'opposition non plus n'y croit pas beaucoup. Certains vont aux élections comme parti uniquement pour le partage après, et d'autres, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils font la même chose. C'est one man, one vote, once. Un homme, une voix, mais une seule fois. Une fois qu'elle arrive au pouvoir, il n'y a plus de ça. Donc, il y a ces sérieux problèmes. Les organisations internationales, par exemple les Nations Unies en RCA, les interventions et les missions de la paix, de l'organisation d'élections sont très coûteuses. Donc, il faut faire des élections vite pour boucler les budgets. Donc, on bâcle les choses. Voilà notre situation, il faut prendre les taureaux par le corps, et c'est le rôle des intellectuels, de la société civile et des démocrates, comment pour se sacrifier, parce que ça passe par le sacrifice personnel pour faire face à cette situation. Merci. Merci. Non. Écoutez, oui, il y a le président Tibantougania qui voudrait dire quelque chose. Monsieur le Président, c'est... Non, on applaudit. C'est bon. Moi, je voudrais juste insister sur le problème de la presse. Pas de la liberté de la presse, mais de la protection des journalistes. Il faut partir de la réalité. En Afrique centrale, il n'y a pas d'alternance politique en vue par les élections. Ça, c'est clair, même si les situations sont différentes d'un pays à un autre. Et les agents de l'État et les fonctionnaires, en période d'élection, se transforment en agents électoraux du parti au pouvoir parce que leur carrière et parfois leur sécurité physique en dépend. Donc nous avons une barrière qui est là, qu'on ne peut pas occulter par le raisonnement ou par la morale. Donc il appartient à la société civile, aux partis politiques d'opposition de se battre dans ces conditions extrêmement difficiles. Ce qui fait la spécificité, donc comment se battre dans ces conditions, ça c'est un autre débat. Mais une des portes d'entrée
c'est la liberté de la presse. Parce que nos régimes sont sensibles aux campagnes de presse, surtout quand on se relie à l'extérieur. La liberté de la presse sur le plan formel, elle est réelle. Vous avez des dizaines et des dizaines de titres, sinon des centaines par pays. Vous avez la possibilité d'avoir des radios libres. En période d'élection, l'opposition a quelques ouvertures au niveau de la télévision nationale. Mais les journalistes vivent sous la pression financière, le contrat, etc., et la pression policière aussi. Donc la protection des journalistes, elle est facilitée pour que l'opposition accède aux médias d'État, surtout la télévision. C'est pas par hasard que la presse écrite est très libre alors que la télévision est fermée au niveau du pouvoir d'État parce que personne ne lit. Il y a les analphabètes et puis il y a les scolarisés qui n'ont pas les moyens d'acheter tous les jours un journal. Donc c'est pas important. Donc voilà, la protection des journalistes, et le soutien, même matériel, et l'accès de l'opposition de la société civile à la télévision d'État. Merci. Merci beaucoup, Madame Kanala, et ensuite Madame Angoïla.